Quelles sont les attentes des Sénégalais de la nouvelle Assemblée nationale? Quel gouvernement pour le Sénégal d'ici 2024? Quelles doivent être ses priorités? Pour répondre à toutes ces questions, L'Air du Temps reçoit ce dimanche Sarah Ndiaye, conseiller en stratégie et organisation, et Khadim Bamba Diagne, économiste et directeur scientifique du l'AREM. L'Air du Temps, c'est ce dimanche 14 août 2022 de 10h à 11h sur iRadio avec Alassane Samba Diop. Dimanche 14 août 2022, merci d'être à l'écoute de L'Air du Temps qui reçoit aujourd'hui Khadim Bamba Diagne, directeur exécutif de l'AREM, économiste, et Sarah Ndiaye qui est spécialiste conseiller en stratégie et organisation. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. Vers la fin du mois, il semblerait que l'Assemblée nationale sera installée avec ses commissions, ses groupes. Une Assemblée nationale inédite avec une opposition qui arrive en force dans cette Assemblée nationale. Khadim Bamba Diagne, quelles doivent être les attentes des Sénégalais par rapport à cette Assemblée nationale, d'autant que la 13e législature a été complètement décriée au Sénégal, vu le spectacle qu'offrent les députés à cette Assemblée nationale? Bonjour Alassane, bonjour à mon ami Sarah et aussi aux auditeurs et téléspectateurs de iRadio. Ce que j'attends, ce que les Sénégalais attendent de l'Assemblée nationale, je pense que dans un premier temps, j'ai un rêve. Et après, je vais parler de la réelle politique. Mon rêve, c'est que après que les Sénégalais ont choisi de donner 82 à la coalition au pouvoir, 80 à une opposition radicale, et 82 à une opposition, 80 à une opposition l'opposition la plus significative, et un député pour 3 autres coalitions. C'est un signe. C'est un signe. Je pense que l'opposition, c'était 82-83. Mais après, je pense que Pape Diop est parti à Benno Bokk Yakaar. Ça va faire 82-83. Moi, j'aurais aimé avoir 82 au pouvoir, 80 un groupe compact, et les autres 3 députés qui vont arbitrer. Parce que c'est comme si Dieu fait bien les choses. Il a choisi ces 3 autres coalitions pour arbitrer le combat entre 2 grandes coalitions. Et je pense que pour la première fois, le Sénégal va avoir, à mon humble avis, la meilleure assemblée nationale de l'histoire du Sénégal. Parce que d'habitude, ce qu'on attend d'un député, c'est contrôler et évaluer les politiques publiques. Aujourd'hui, l'État d'habitude est dans la communication politique. Nous avons fait ça. Mais l'État oublie souvent que c'est nous aussi, peuple, qui donnons notre argent. Je pense qu'on nous dit souvent que le président Macky Sall a fait ça, mais on oublie souvent de dire qu'on lui a donné 40 000 milliards pour les 10 ans. Donc, nous avons donné notre argent, il faut qu'on contrôle comment cet argent-là est géré. Mon rêve, c'est de voir le président de la République être à la hauteur de l'événement. Le peuple a choisi de partager maintenant le pouvoir entre l'opposition et le pouvoir. Il appartient au président de la République, comme pendant la période de la Covid, d'appeler toutes les coalitions présentes à l'Assemblée nationale, de discuter avec eux sur la gestion de cette Assemblée nationale-là jusqu'en 2024. Maintenant, il me semble être plus juste de se partager les pouvoirs et de chercher un consensus, même mou, un consensus jusqu'en 2024 entre le pouvoir et l'opposition. Ça, c'est un rêve. Mais ce qui va se passer, pour moi, le président va se battre pour avoir une majorité. Il va se battre. Et qu'il n'a aucune chance d'avoir cette majorité. Et c'est ça qui est dommage. Parce que il lui reste 18 mois. Et malheureusement pour lui, il n'a pas organisé son parti, ni sa coalition. La coalition Benno Bokk Yakaar, ce n'est pas une armée de djihadistes en fait capable de se sacrifier pour une cause. Et je ne veux pas dire que c'est une armée mexicaine, mais quand une coalition n'a pas un numéro 2 identifié, clair, c'est le numéro 2, et le président lui laisse le temps de s'installer, de prendre le pouvoir, de s'impliquer, à chaque fois que vous mettez quelqu'un devant, les autres vont se dire que donc c'est lui, tacitement, c'est lui le numéro 2.
Et je ne pense pas que les autres vont l'accepter. Donc, la coalition a 82 députés au pouvoir, mais qui va être président de l'Assemblée nationale? Je pense que cela va créer des difficultés pour le parti au pouvoir. Ça va créer des difficultés aussi pour la coalition. Et s'il y a quelqu'un ou bien quelques-uns qui sont mécontents de la décision du président de la République, ça peut donner encore du pouvoir à l'opposition. Et donc, on va avoir une Assemblée nationale toujours instable. Et pour éviter cette instabilité-là, moi, je pense que le président de la République doit au moins discuter avec l'opposition. Parce que ce qui est clair, c'est que l'opposition est contre le pouvoir. C'est clair. Mais ceux qui sont avec le président de la République et qui ne seront pas d'accord sur certaines décisions du président de la République, comme le disent les Anglais, le président devient un lame duck, un canard boiteux, parce que si vous n'êtes pas candidat, s'il est candidat, certains vont donner un coup pour dire que nous ne sommes pas d'accord pour le 3e mandat. Ils vont sortir au bon moment pour aller à l'opposition. S'il ne décide pas d'être candidat, quel que soit son choix, il y aura toujours des mécontents qui vont sortir pour dire que nous ne sommes pas d'accord. Donc à partir de ce moment, le ni oui ni non qu'il disait, que si je dis oui, il y aurait des problèmes, s'il dit non, il y aurait des problèmes. En ce moment, quelle que soit la décision du président, sa coalition va devenir instable. Ouais, Salah, est-ce qu'on peut s'attendre à une Assemblée nationale de rupture, vu le pédigré de ceux qui vont à l'Assemblée nationale? Oui, bonjour Alsan, et je dis bonjour aussi au docteur Khadim Bamba. Cette assemblée, quand même, elle est inédite dans sa composition. Et on est en droit de s'attendre à une meilleure prise en charge de ce qui est régaliennement attendu d'une assemblée. Représenter le peuple, contrôler l'action de l'exécutif et évaluer les politiques publiques. Donc, et il faut rendre grâce à Dieu et aux électeurs sénégalais. Cette fois-ci, on a une chance unique parce que il y a une majorité quand même trop petite, même avec le départ de Pape Diop. Donc, et on peut dire que cette majorité-là, elle est très précaire. Parce que, vu ce qui peut arriver, il peut y avoir d'autres recompositions et autres. Par conséquent, il faut qu'on soit très intelligent. Il faut beaucoup de tact au président parce que cette fois-ci, c'est le moment vraiment de parler de dialogue politique. Tout le temps, on a dialogué sur le processus électoral. Mais avec la configuration de cette assemblée, et la majorité très ténue du président, il faudra fondamentalement négocier avec l'opposition, parler, convaincre et trouver des plages de convergence. Donc, mais pour l'intérêt du Sénégal. Mais tout dépendra. Si on sera quand même dans des combines politiciennes pour continuer sur la même lancée et faire du lambigolo, chercher à ruser, on n'en sortira pas. Et qu'on passera plus de temps à faire de la politique politicienne que de faire évoluer carrément l'action de l'Assemblée nationale. Mais ce ne sera pas facile du tout. De tous bords, il faudra de nouvelles règles. Une nouvelle donne s'impose à tous et il faudra composer avec la nouvelle réalité. Mais est-ce que vous pensez que la classe politique sénégalaise est capable d'élévation, comme on dit, compte tenu des calculs que les gens vont mettre en place, les commissions qu'ils vont mettre en place? Et certains disent que cette assemblée, elle peut juste avoir 2 ans de vie. Parce que celui qui va en 2024 peut dissoudre l'Assemblée nationale. On peut avoir des calculs de positionnement, aussi bien du côté du pouvoir que de l'opposition. En se disant, j'ai tenu pour 5 ans, je n'ai que 2 ans, pourquoi pas monnaie mon mandat? Tout à fait, c'est pour cela que et je me dis que le peuple doit protéger cette Assemblée nationale-là. Parce qu'on va avoir la meilleure assemblée de l'histoire politique du Sénégal. Une assemblée où les pouvoirs, en fait, le nombre de députés de l'opposition et du pouvoir sont presque les mêmes. Ça veut dire que personne ne peut faire ce qu'il veut. Et donc, il faut qu'il y ait une discussion, il faut qu'il y ait un consensus. C'est que le peuple sénégalais est un peuple tellement démocratique. Il veut que maintenant les manifestations, les marches à gauche, à droite, maintenant qu'on arrête, parce qu'il y a tellement d'embouteillages à Dakar que s'il y a une marche, même personne ne travaille, qu'on règle le problème maintenant au niveau de l'Assemblée nationale. Mais est-ce que la classe politique a saisi le message? C'est pour cela que ça, c'est le rôle du président de la République. Vous savez qu'à un moment donné, quand on vous choisit comme clé de voûte des institutions, il faut s'élever. Il faut parler publiquement, qu'on puisse avoir les grandes lignes, la lecture que le président de la République a fait de la situation, comment discuter. Parce que l'opposition va tout faire va se battre avec l'Assemblée. Parce que l'opposition, c'est son cheval de bataille. C'est les commissions parlementaires, le contrôle pour
montrer aux Sénégalais, voici ce que l'État a fait, voici la gestion de la chose publique du régime en place de 2012 à maintenant. Ça dit que tous les dossiers seront mis sur la table. Ils ont plus de 80 députés, donc ils peuvent créer des commissions parlementaires, des enquêtes parlementaires sur les questions, et je pense qu'ils vont battre campagne sur ça en 2024. Maintenant, c'est le président de la République qui gère, qui a besoin de l'Assemblée nationale. Et il ne peut pas compter sur ces 83 députés, parce que ces 83 députés, c'est aujourd'hui. Demain, ça change. S'il met en place son gouvernement, il y aurait des mécontents, ça va changer. 6 mois avant les élections, ça va changer, parce qu'un président, plus ça avance, plus on s'approche de 2024, plus les mécontents augmentent, plus les rangs de l'opposition augmentent. Donc, moi, je pense que c'est le président qui a intérêt à discuter, à montrer patte blanche. C'est-à-dire que, le problème du mandat doit être... On a besoin d'une lumière très claire sur le problème du troisième mandat. On a besoin aussi que le président dise à l'opposition que voilà les postes. Le peuple veut qu'on partage le pouvoir, mais ils doivent partager le pouvoir. Je ne pense pas que si le pouvoir contrôle l'Assemblée nationale, c'est pour un temps. Parce que 2 députés seront mécontents dans quelques mois ou bien dans quelques jours, ils vont venir. C'est pour cela qu'il faut discuter avec l'opposition, trouver un consensus fort. Il appartient au président de la République et le peuple est témoin. Vous voyez, le peuple, à chaque fois qu'on l'invite aux urnes, il prend une décision. Ce qui fait mal, c'est que parfois, les décisions du peuple ne sont pas respectées. Et parfois aussi, les hommes politiques pensent que les jeunes sont manipulés à gauche. Personne n'est manipulé ici. Ce sont les gens responsables qui prennent des choix. Il appartient maintenant à l'exécutif de comprendre le message, de discuter. Maintenant, les Sénégalais sont témoins. Les Sénégalais surveillent les hommes politiques, surveillent l'Assemblée nationale, surveillent les députés. Mais comme à la période de la Covid, le président de la République doit discuter avec toutes les coalitions, au moins pour dire... Il me reste 18 mois. Il faut qu'on essaie de trouver un consensus fort parce que nous traversons une crise majeure. Nous avons des difficultés sur les grandeurs macroéconomiques et donc il faudra qu'on cherche un consensus mou. Mais si c'est vraiment la lutte politique qui va continuer, je pense que ça va être très compliqué pour le parti au pouvoir. Mais est-ce que Sarah, on est sûr que l'Assemblée nationale, que l'intérêt du Sénégal sera mis au-dessous de toutes les contingences pour des calculs politiques? Oui, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui sont élus pour 5 ans, mais se disent j'ai un mandat de 2 ans. Oui, ils font des calculs. Vous savez, dans cette histoire, il y a quelqu'un qui a quand même vu un peu avant les autres. Il s'agit du docteur Cheikh Diallo, qui avait parlé d'un quinquennat de 3 ans. Parce que, après ces législatives-là, les 2 dernières années de gouvernance de Macky Sall allaient être compliquées politiquement. Et ce qui se passe actuellement, c'est que c'est pour la première fois qu'on a cette configuration et le salut ne peut venir que du président Sall quelque part. Parce que depuis son élection, il a toujours été un chef de parti, l'homme d'un camp. Maintenant, il doit être chef d'État. Il doit s'élever au-dessus de toutes les contingences pour quand même sauver le Sénégal, que cette situation inédite-là puisse profiter à la démocratie et à la République. Maintenant, s'agissant de l'opposition, elle sera dans son rôle. Elle fera tout pour ne pas faciliter la chose à la population, à l'exécutif plutôt. Donc, est-ce qu'il est possible de trouver des compromis oui, dynamiques? On peut trouver des compromis. Des consensus forts? Des consensus forts peuvent être trouvés, mais autour de quoi? C'est-à-dire qu'il faudra poser les questions essentielles sur la table et qu'une fois qu'on mettra en avant les intérêts du Sénégal et des Sénégalais, là, les gens n'hésiteront pas à soutenir. Et toute partie de l'opposition qui essaiera de s'opposer à ce consensus-là sera sanctionné par le peuple parce que on verra que cette opposition-là travaille contre les intérêts des populations. Et là, ça ne va pas pardonner. Mais il faudra faire attention parce que cette majorité, elle est très précaire et que le président ne sera pas à l'abri de chantage au sein même de son groupe parce qu'il suffit qu'une dizaine de députés se constituent en groupe parlementaire parce que c'est des choses qu'on a vécues. On a connu les députés frondeurs sous Réumi, on a connu lui aussi avec le PDS quand les Cissé Lo, les Mbaye Ndiaye ont voulu créer un groupe parlementaire au sein de l'hémicycle. L'histoire politique récente de ce pays a montré que au sein d'une même majorité, il peut y avoir des décompositions et des recompositions. Par conséquent, c'est des choses à tenir en compte et donc il lui faudra beaucoup de tact
et beaucoup d'entre gens, il sera un équilibriste dans cette histoire-là. Mais il a une marge de manœuvre très très réduite et il aura besoin de dialoguer, de se faire violence, d'aller vers cette opposition, de trouver les bons équilibres pour gouverner. Avec la conjoncture économique aujourd'hui, quelles sont les questions fondamentales à prendre en charge? Déjà, il faut savoir décoder le message de l'électorat. Parce que, si vous vous observez bien, c'est dans les villes qui ont le plus bénéficié des investissements et des infrastructures qu'on a les pires résultats de la coalition au pouvoir. Malgré les infrastructures, le BRT à Dakar, le TER, le stade de Diamniadio et tout ce qui a été investi, dans cette partie du Sénégal, le président a été battu. La coalition présidentielle a été battue dans ces zones-là, qui ont le plus profité. Donc, il faut savoir décoder le message. C'est-à-dire que c'est bien les infrastructures, mais les Sénégalais aussi aspirent à être gouvernés autrement. Et ce ne sera pas facile. Politiquement, ce sera très compliqué, mais économiquement, il y a tellement de facteurs exogènes qui causent des chocs que le Sénégal ne maîtrise pas et à la merci des aléas de l'économie mondiale. Donc, il faudra trouver les bons équilibres pour gérer l'économie, la situation quand même très compliquée au niveau international, et de l'autre côté, trouver les bons équilibres pour en interne avoir une situation politique qui permet de pouvoir bien travailler sur les politiques publiques. Ça aussi, c'est une autre histoire. Khadim, vous avez écrit un livre qui s'appelle « Comment votent les Sénégalais ». Est-ce qu'avec cette Assemblée nationale, nouvelle configuration, votre analyse a été respectée? Ah oui, naturellement, parce que le problème est que le vote sénégalais a toujours été un vote stratégique. Le vote du monde rural a toujours été un vote sincère. Par exemple, le président de la République, avec sa politique des bourses sociales, a eu un effet positif sur le vote du monde rural. Mais dans les grandes villes, le vote des grandes villes, c'est toujours un vote rebelle. Parce que d'habitude, on fait des investissements qui manquent de cohérence. Parce que je dis souvent que l'homme politique veut toujours dire investir dans le matériel. Et à un moment donné, les gens cherchent l'immatériel, les variables qualitatives, c'est-à-dire la qualité de la gestion de la chose publique. En fait, comment faire pour que les Sénégalais respectent la bonne gouvernance. Mais ces petites choses, quelque part, qui manquent dans la gestion du président Macky Sall. Et c'est une chose que le président avait compris en 2012. Et même ses promesses, c'était une gestion sobre et vertueuse. Et après, il est vraiment sorti de cette gestion sobre et vertueuse. C'est la gestion, la gouvernance, la corruption, la lutte contre la précarisation des biens publics, tout ça. Dans les villes, c'est plus perçu dans les villes que dans les campagnes. Parce que en ville, les gens sont très informés. Et on voit, on constate. Par exemple, vous voyez parfois, ils ne le voient pas, le niveau de vie de certains hommes politiques qui ont un salaire comme vous, par exemple. C'est frustrant pour quelqu'un qui gère un pays en développement. Le niveau de richesse de nos hommes politiques, on pensait qu'en 2012, le président de la République allait arrêter ça. Parce que ce que les gens veulent, Alassane, vous pouvez nous gouverner, mais vous êtes comme nous. Ouais. C'est-à-dire que mais parfois, on a volé des milliards chez quelqu'un, ou quelqu'un a un niveau de vie, mais c'est problématique. À un moment donné, le peuple pose des questions. Mais d'où vient cet argent-là? Comment on peut s'enrichir en un délai record? Et à partir de ce moment, je pense qu'il y a un combat que les hommes politiques doivent mener, pour moi. Dans un premier temps, quand on gère des ressources qui appartiennent à tout le monde, on doit les toucher avec beaucoup d'humilité. Et je pense que le président de la République nous avait promis une gestion sobre et vertueuse, mais c'est absent dans toute sa gouvernance. Et je pense qu'on est en train d'entendre aujourd'hui des milliards, comme au temps d'Abdoulaye Wade. Et si on a sanctionné Abdoulaye Wade, ce n'est pas parce qu'il n'a pas fait des chantiers comme le président Macky Sall. La chose la plus simple dans la gestion d'un État, c'est de construire quelque chose. Comment on construit quelque chose? Si je veux construire cette table-là, j'emprunte à Alassane de l'argent pour construire la table, j'ai la table, où est le problème? On n'a pas besoin d'être un magicien pour construire une table. On emprunte, on construit et on paye. Qui va payer? Nous ou l'autre génération. Donc il n'y a pas d'ingénierie, il n'y a absolument rien. Maintenant, ce qui est difficile, c'est montrer aux Sénégalais que ce que vous me donnez comme budget,
je le gère avec beaucoup de rigueur. Beaucoup de rigueur, beaucoup de sérieux. Aujourd'hui, on traverse des moments difficiles parce que un instrument que le président a utilisé depuis 2012, qu'il a vraiment utilisé, c'est-à-dire l'endettement, il ne peut plus l'utiliser. On a dépassé les normes. Comment on va faire pour s'en sortir maintenant? On n'a pas créé une économie interne endogène. On n'a pas développé des hommes d'affaires à l'intérieur du pays. On n'a pas développé notre agriculture. On n'a pas réglé l'autosuffisance alimentaire. On n'a même pas réglé la sécurité alimentaire. C'est-à-dire que même si un petit choc exogène à l'extérieur perturbe le Sénégal. Aujourd'hui, les Sénégalais, mais je ne dis pas que le niveau, le revenu n'augmente pas, les prix augmentent comme c'est pas possible. Et pourquoi les prix augmentent? Il y a des chocs exogènes, mais gérer un État, c'est prévoir qu'il peut y avoir des chocs exogènes, mais l'alimentation d'un pays, il faut mettre un pays en sécurité alimentaire. Et comment mettre un pays en sécurité alimentaire? C'est-à-dire comment faire pour investir dans des secteurs, on met 1000 milliards à gauche, 2000 milliards à droite, tout le monde applaudit, mais après, comment les gens vont faire pour joindre les deux bouts? Parce que vous ne pouvez pas être un père de famille, vos revenus n'augmentent pas, les prix augmentent, vous n'avez pas quelque part à l'intérieur du pays une ressource alimentaire suffisante, parce que je vous dis bien, même si on avait du mil à suffisance, les gens peuvent manger même de ce mil-là, parce que dans tous les pays du monde, la première chose qu'on règle, la gouvernance, c'est essayer d'aider les personnes les plus vulnérables. Comment faire en Côte d'Ivoire, avec 100 francs, tu peux manger du attiaké au moins. C'est-à-dire qu'on essaie de permettre aux gens les plus vulnérables de pouvoir s'en sortir. Idéalement qu'on a créé. Mais voilà, mais au Sénégal, vous avez 500 francs, qu'est-ce que vous allez manger? Donc je pense que le problème fondamental que nous avons investi tout l'argent sur des infrastructures que, bon, je ne dis pas qui ne sont pas intéressantes, mais quand même on pouvait faire mieux pour régler cette chose. Oui, Khadim a insisté sur un point essentiel, c'est la redevabilité dans la gestion des deniers publics. Il y a un analyste qui disait que si on regarde bien la classe politique sénégalaise d'aujourd'hui, si on compare le revenu et les richesses réelles, pratiquement tous doivent aller à la grille. Non, ça c'est... L'opposition est pouvoir confondu. C'est comme s'il y avait une violence sur les populations, parce que dans un pays, quand les hommes politiques ou bien les hauts fonctionnaires sont plus riches que les industriels, c'est parce qu'il y a problème. Et ça ne heurte personne qu'un responsable politique distribue 100 millions en une après-midi dans sa localité, et ça ne frustre personne. Et tout le monde sait que le train de vie de certains hommes politiques dépasse de très loin leurs revenus. Et ça pose fondamentalement un problème éthique, et que les populations ne manquent pas de sanctionner. Mais c'est le gouvernement qui a le pouvoir de sanction, c'est le gouvernement qui peut suivre la bonne gouvernance et qui en est garant. Donc les deniers publics sénégalais doivent être bien préservés, et c'est aussi l'une des failles de la gouvernance du président Sall. Et les Sénégalais ne lui ont pas pardonné ça. Il faudra fondamentalement revoir notre rapport à la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et tous ces aspects-là de cette gouvernance quand même chaotique à ce niveau. Mais est-ce que le fait que certains Sénégalais qui sont imbus de transparence, d'éthique, et qui laissent faire, en se disant nous on ne fait pas de la politique, on regarde les gens faire, est-ce que ce n'est pas aussi une responsabilité de leur part, en laissant aussi peut-être d'autres gens sortir de nulle part, devenir aujourd'hui députés ou devenir aujourd'hui des maires quelque part? C'est quand même un problème ça. Oui, mais en fait, les intellectuels désertent aussi l'espace public, politique. La nature a horreur du vide. C'est parce que certains qui pouvaient assurer un certain rôle ont déserté leurs responsabilités que d'autres ont occupé l'espace. La politique aussi, il faut reconnaître que ce n'est pas une activité facile. Il y a une vie de famille à sacrifier, il y a beaucoup de temps, ça demande énormément de sacrifices. Il faut voir les gens qui sont sur le terrain politique, ce qu'ils consacrent en termes de temps à cette activité-là, pour comprendre que ce n'est pas une chose facile. Et que d'autre part, il ne faut pas oublier que les populations avaient souvent un rapport très clientéliste avec leurs hommes politiques. Et ils attendaient d'eux. C'est comme si on taxe les politiciens de voleurs, on peut dire que les électeurs, c'est un peu les receleurs. Parce que vous allez quelque part pour convaincre les gens, ils te disent mais qu'est-ce que vous nous donnez en retour?
parce que les gens ont des intérêts directement matériels qu'ils visent auprès de l'homme politique. Mais il faut savoir une chose, la population sénégalaise a beaucoup muté. J'ai comme l'impression que le pouvoir en place n'a pas vu venir l'évolution démographique avec ces jeunes-là qui sont plus qu'informés. Le degré d'information est devenu de plus en plus élevé. Il faut que les gouvernants, que les hommes politiques aient plus de considération et plus de respect à l'endroit des populations, parce que les gens comprennent et savent ce qui se passe et sont très pragmatiques dans le choix au moment de voter. Donc, pendant 1800 jours, soit 5 ans de mandat, ils peuvent se permettre de tout faire, mais en 24 heures, les gens peuvent leur solder leur compte. Il faut qu'ils sachent que le paradigme a bien changé et que l'électeur d'hier n'est plus celui d'aujourd'hui. Et il faut rompre avec une certaine manière de faire la politique. Avant, on pouvait rester à Dakar, faire ce qu'on veut. Au moment des élections, 2 semaines, 3 semaines avant, on descend dans son patelin avec un sac rempli de billets, on fait ce qu'on a à faire et après on a les votes. Ça ne se passe plus comme ça. Les choses ont changé. Il faut impacter dans le quotidien des gens. Et ça, c'est l'essence même de la politique. Je rappelle que vous suivez l'Air du Temps, qui reçoit aujourd'hui Sarah Ndiaye, qui est conseiller en stratégie et organisation, et Khadim Bamba Diagne, économiste et directeur scientifique de l'AREM. Le deuxième point de notre débat, c'est quel gouvernement pour le Sénégal d'ici 2024 et quelles doivent être ses priorités, Khadim Bamba Diagne? Malheureusement, on va avoir un gouvernement purement politique. Pourquoi? Parce que le président de la République va essayer de laver l'affront ou bien de relever le défi, parce que voir l'opposition au même niveau que le pouvoir au niveau de l'Assemblée nationale, le président de la République, c'est pour cela que tout dépend du président de la République. S'il cherche même un consensus mou, on va essayer de voir comment gérer ce pays-là en laissant les hommes politiques se battre pour 2024. Mais j'ai peur que le président de la République va essayer de laver l'affront, de montrer que oui, il peut avoir un candidat en 2024, préparer son candidat. Je suis sûr et certain qu'il va mettre en place une stratégie pour sa coalition. Ça va être très compliqué, ça va être très difficile. Parce que parfois, ce que les hommes politiques oublient, c'est que quand tu fais 10 ans au pouvoir, tu as épuisé ton grenier électoral. Ceux qui feront la différence, c'est le peuple. Ce n'est plus tes militants, c'est le peuple. Parce que tes militants, à 10 ans, tu as déjà tous tes militants. C'est le peuple maintenant qui va être déterminant. Mais ce peuple-là ne sera jamais considéré. Ce qui est sûr et certain qu'on va faire encore des stratégies politiques pour pouvoir gagner encore du terrain sur le champ politique, avec parfois un an avant les élections, comme le disait Niskanen, l'homme politique se poudre, montre qu'il a fait ça, il va faire beaucoup d'investissements, parfois qui n'ont pas de sens, mais qui peuvent impacter sur les populations. Sauf qu'en ce moment, les gens bien sont inquiets de comment on va négocier ce tournant difficile. Parce qu'on va négocier un tournant difficile pour la première fois, une opposition aussi présente à l'Assemblée nationale. Ça veut dire comme si le peuple a donné plus de voix à l'opposition que le pouvoir. Si le pouvoir maintenant veut garder, excusez-moi de la redondance, tout le pouvoir, ça va créer problème. Mais si on fait une bonne lecture de ce qui est sorti des urnes pour les législatives, quel gouvernement doit-on mettre en place? Mais le président devait, même si l'opposition refuse, le président devait inviter l'opposition à rejoindre le gouvernement, au moins pour une gestion claire, transparente du mois d'août au février 2024. Parce qu'il nous faut un nouveau gouvernement d'union nationale, comme on dit. Bon, d'union nationale, c'est trop dire, parce que pour moi, il y a les cinq partis, 5 coalitions à l'Assemblée nationale qui discutent avec ceux qui sont à l'Assemblée nationale, au moins pour qu'on soit d'accord sur une chose. L'Assemblée, comment on va gouverner l'Assemblée nationale, comment on va gouverner d'ici février 2024. Que ça soit très clair. L'opposition va régler ses problèmes, le pouvoir va régler ses problèmes, et nous, peuple, nous allons gagner une transparence des prochaines élections. L'opposition, parfois, peut avoir des difficultés avec le ministère de l'Intérieur. Maintenant, il faut qu'on lui donne, sa voix au chapitre sur ce qui se passe au niveau de la justice, parce qu'il nous faut, Alassane, profiter de cette situation-là, surtout la société civile. Pour moi, c'est la société civile maintenant qui a une mission extrêmement importante, parce que
quand on est dans une phase où le pouvoir et l'opposition, personne n'a la majorité, il faut que la société civile profite de cette occasion-là, de cette faiblesse des deux camps, pour faire passer beaucoup de lois, beaucoup de règlements qui vont renforcer la démocratie sénégalaise. Parce que nous avons ici une démocratie. Si vous contrôlez l'exécutif, vous contrôlez tous les autres pouvoirs. Et aujourd'hui, vous voyez que le contrôle du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire a eu un effet négatif sur l'opposition. Maintenant, avec cette opposition que nous avons, on peut changer la donne. On peut profiter de cette situation-là pour qu'il y ait vraiment une séparation des pouvoirs, mais vraiment une séparation au sens plein du terme, du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire. Pour que quel que soit le président, parce que moi, les hommes politiques, moi je ne fais pas confiance aux hommes politiques. Le discours de l'opposant n'est pas le discours, quand on est au pouvoir, ils vont te sortir, ah non, vous ne savez pas, le pouvoir, il y a des secrets, il y a du n'importe quoi. Vous savez, Alassane, moi ce que je veux, c'est pas, oui, raison d'État, oui, secret d'État, on nomme, c'est ces mots lourds-là, on veut des gens clean, qui gèrent les affaires publiques. Quand on gère les affaires publiques, il faut être clean. Et pour être clean maintenant, il nous faut mettre en place des lois et des règlements qui même si un monstre devient président demain, il n'aura pas quelque part tous les outils, tous les instruments pour faire ce qu'il doit faire. Salah, quelles doivent être aujourd'hui les priorités des prochains gouvernements? Et d'abord, quel gouvernement pour le Sénégal? Oui, déjà, mais il y a une grosse inconnue. Laquelle? Parce que pour émettre des hypothèses, il faudra savoir la posture du président de la République par rapport à un éventuel troisième mandat. Lui, quand il ambitionne de candidater à la prochaine élection présidentielle, là, peut-être qu'il mettra en place un gouvernement de reconquête. S'il adoube un de ses hommes pour le pousser à la magistrature suprême, là, c'est un autre schéma. Ou bien s'il dit à ses hommes que ceux qui veulent conquérir le pouvoir y aille et me laisse gouverner, parce qu'un tel scénario, on l'a vécu avec Chirac, quand il a laissé Sarkozy et Juppé aller à la chasse aux voix et le laisser avec son travail gouvernemental. Mais ce qui est fondamental, il doit savoir qu'il n'a plus cette majorité sociologique. Parce que de façon numérique, il est devenu minoritaire dans ce pays. Si on se fie au suffrage sorti des urnes. Donc, il doit gouverner avec beaucoup d'humilité et savoir décoder les messages des Sénégalais durant cette élection-là. Ce décodage-là, c'est quel gouvernement il faut mettre en place? Mais il faudra déjà un gouvernement qui inspire confiance, que ça soit aussi un gouvernement de mission et de correction, parce que beaucoup de choses ont été manquées par les gouvernements antérieurs. Donc, par rapport au message sorti des urnes, il faut que ce gouvernement-là sache corriger en apportant ce qui est attendu au niveau de la bonne gouvernance, les bonnes réformes, l'intelligence stratégique qu'il faut pour consolider l'état de droit, tout ça, parce que c'est des domaines dans lesquels l'État a beaucoup failli dernièrement. Et maintenant, il faudra essayer de restaurer la confiance entre les gouvernants et les gouvernés à travers des mesures très fortes et aussi faire moins de politique politicienne et enfin essayer de mettre les intérêts du Sénégal et des Sénégalais en avant. Ça, c'est fondamental. Mais ce gouvernement doit quand même avoir de bonnes compétences parce que là où on va, c'est très compliqué. La situation économique, ce qui nous attend. Donc, il faudra forcément avoir les hommes qu'il faut, à la place qu'il faut, et ne pas tomber et ne pas mettre en place un gouvernement qui sera plutôt un directoire de campagne en direction de 2024. Ça va fausser les données parce qu'on passera encore plus, parce qu'on a beaucoup perdu avec les élections locales, les élections législatives. Beaucoup de temps a été perdu quand même en route pour des questions strictement politiciennes. Maintenant, quand même, il faut que le Sénégal se mette au travail et qu'on essaie de rattraper un peu ce qui est quasi impossible, le temps perdu. Et sinon, on va droit au mur. Et ça, c'est le pire qui puisse arriver au Sénégal. Khadim, le choix du prochain Premier ministre il peut être déterminant par rapport à son pédigré, à sa personnalité. Quel homme? Est-ce que c'est un technocrate qu'on va choisir? Est-ce que c'est un Sénégalais qui vient de l'extérieur, qui est au-dessus des contingences politiques? Ou est-ce que c'est un politicien pur? Est-ce que tout cela peut donner indication de ce qui va arriver en 2024? Mais bien sûr, mais le président n'a pas trop de choix. N'a pas trop le choix. Je pense que son premier ministre est aujourd'hui à l'Assemblée nationale. C'est un des députés de l'Assemblée nationale. Ça, c'est clair. Bon? Oui. Non, il est obligé de prendre des décisions politiques, purement politiques. Parce que, comme je vous dis, si le président décide
de faire un troisième mandat, certains députés vont rejoindre l'opposition. Si le président décide de nommer un premier ministre qui n'est pas dans son camp aussi, ça peut avoir un effet négatif sur aussi sa majorité. Maintenant, il y a des hommes présidentiables à l'Assemblée nationale. Il y a des hommes présidentiables et je pense que le président doit, ce que je souhaite, arbitrer la démocratie dans son parti et ce qui me fait mal, c'est que jusqu'à présent, je n'ai pas entendu une réunion de la coalition Benno Bokk Yakaar de l'APR pour discuter vraiment de l'avenir de cette coalition, de l'avenir de ce parti et comment gérer quelque part les 18 mois qui restent. Moi, je pense que ce qui est normal, ce qui est juste, c'est qu'ils ont des députés, en fait, le président avait décidé depuis 2019 d'étêter son parti, c'est-à-dire que tous les présidentiables du parti ont quitté le gouvernement. Il faut qu'il fasse revenir tous ces ténors-là. Il faut qu'il essaie de les demander de choisir quelqu'un. Il faut qu'il y ait quelqu'un, il faut qu'il y ait un chef. Mais on ne peut pas être dans un parti où il n'y a qu'un seul chef. Le reste, c'est une armée mexicaine. Personne n'est derrière personne. Le prochain Premier ministre doit être, pour moi, avant tout un haut fonctionnaire. Parce que quelque part, ce qui se passe aujourd'hui dans la gestion de la chose publique, parfois c'est frustrant pour les hauts fonctionnaires. C'est très frustrant. Parce que la dimension politique est en train de dépasser quelque part la gestion de la... On a dupliqué presque tous les directions des ministères en agence pour mettre en place ou bien mettre en valeur des hommes politiques. Cela a un effet négatif sur le fonctionnement de l'État. Il faut qu'on redevienne quelque part ce pays de Senghor, de Abdou Diouf, où vraiment on avait une administration très forte. Et pour moi, le président de la République doit jouer sur ça, chercher des administrateurs, mais réconcilier le peuple avec la gouvernance. Parce qu'en ce moment, jusqu'à présent, je ne dis pas qu'on n'a même plus envie de respecter certains hommes politiques, mais on les voit juste comme des gens qui sont là pour prendre leur part et partir. Et je pense que le Sénégal doit dépasser cela. Et on a créé tellement d'agences. Quand vous voulez avoir même quelque chose, on vous dit que non, ça dépend pas, ça dépend d'ici, ça dépend. Il faut qu'on retravaille la fonction publique. Et je pense que le président de la République peut chercher un haut fonctionnaire autour de lui ou bien dans son parti pour pouvoir montrer aux Sénégalais que j'ai compris le message. Mais si le président continue, mais un gouvernement purement politique, on ne sent pas quelqu'un qui a lu la situation et qui essaie d'apporter une réponse au peuple. Parce que le peuple n'est pas d'accord sur la façon de gérer le pouvoir. Et je vous dis une chose, un pouvoir qui sort dans une élection avec 46%, avec une opposition réunie autour d'un seul homme, il est difficile pour faire ce qu'on appelle le remontada. Ça va être extrêmement difficile. Maintenant, essayez de draguer le peuple parce que, comme le disait l'autre, la politique c'est comme l'amour, hein, c'est des mots, c'est des actes, c'est des choses. Il faut faire quelque chose pour montrer que le président a compris. Mais si le président, comme il l'a fait en 2021, je vous ai compris, alors qu'il n'avait pas compris la chose, les élections locales, on lui donne les premiers signes, pensant qu'il a compris. Il n'a rien compris. Il dit qu'il va créer un premier ministre. Rien du tout. Les élections législatives, le message est clair. S'il décide de ne pas comprendre aussi, à ses risques et périls. Mais quelles doivent être les priorités de ce gouvernement qui sera mis en place? On est dans une situation aujourd'hui d'inflation, pratiquement plus de 7%, les prix augmentés, même le litre de miel qui est produit au Sénégal a augmenté. Qu'est-ce que doit être la priorité de ce gouvernement par rapport aux Sénégalais? Oui, c'est déjà ce qu'il faut faire en priorité. C'est déjà de tout faire pour maîtriser quand même les agrégats macroéconomiques et être dans l'orthodoxie au niveau de la gestion des finances publiques. Ça, c'est capital. Et assurer quand même des recettes convenables pour le trésor. Et ça, c'est fondamental. Ça, c'est le b.a.-ba. Donc, et derrière, aussi apporter des mesures fortes, faire apercevoir des lueurs d'espoir aux gens pour qu'on sache qu'il y a un nouveau cap qui est pris et que les choses peuvent évoluer positivement. Et aussi, pour ne pas trop dépendre ou bien subir les chocs exogènes, faire de sorte qu'on ait une vraie stratégie de substitution des importations. Parce que la facture céréalière, pétrolière, ça nous coûte excessivement cher et il nous faut des solutions endogènes. Ça, c'est fondamental. Ce que le gouvernement n'a pas réussi jusque-là. Et après la Covid, il fallait quand même y penser parce que beaucoup de pays
se sont recroquevillés sur eux-mêmes et maintenant, il est avec le fret qui a complètement explosé, il est devenu très difficile. Même on peut avoir de l'argent et avoir des difficultés à acheter certains produits. Donc tout cela, il faut voir ça de plus près, avoir une bonne stratégie, avoir une vision qui transcende 2024. C'est-à-dire que ceux qui viennent, que le gouvernement qui sera installé ne soit pas juste focus sur 2024 et mettre en place des choses qui vont même profiter à ceux qui viendront en 2024. C'est ça la vision la plus républicaine de la chose et c'est aussi comme ça qu'il faut procéder si on a une ambition pour son pays. Khadim, quelles sont les premières mesures que ce gouvernement doit prendre par vue du contexte international, avec aujourd'hui la crise ukrainienne qui a fait flamber tous les prix, où l'inflation est importée au Sénégal, où la Covid qui est venue avant la crise ukrainienne qui a rendu encore le Sénégal le plus vulnérable? Alassane, c'est que moi je le disais depuis 2 ans que de 2022 à 2024, j'attends absolument rien de ce gouvernement-là. On va faire la politique jusqu'en 2024. C'est malheureux, mais c'est la triste réalité. Mais je préfère que le prochain Premier ministre dépasse la dimension politique. Alors ça, il faut qu'on construise quelque chose de réel. Cette nouvelle assemblée, ce nouveau gouvernement prend date avec l'histoire pour travailler avec le secteur privé national. Tant qu'on c'est trop facile de les attaquer, c'est trop facile de les diaboliser, mais tant qu'on ne travaille pas avec notre secteur privé national, je ne sais pas les résultats que le gouvernement va avoir, mais on va avoir de grandes infrastructures. Mais tout comme ce qui se passe en Guinée équatoriale, où il y a tout, mais il n'y a rien. Le pays, il y a... Parce que construire les infrastructures, moi, je ne respecte pas un gouvernement parce qu'il a construit des... Parce que ça, c'est trop simple. Ça ne demande pas... C'est trop simple. Tu appelles Alassane, je veux un pont. Alassane dit, oui, tu me donnes tant de milliards, je te fais le pont. Oui, je vais emprunter tant de milliards, je te donne, tu fais le pont. Regarde le pont que j'ai. Il y a quoi d'extraordinaire? Où est l'ingénierie financière? C'est aussi... Mais construire, créer des pivots, des hommes forts, des Sénégalais qui vont conquérir le marché sous-régional, le marché régional, le marché international. Pour moi, c'est ça, en fait, la stratégie que l'homme politique doit faire. C'est-à-dire que combien d'hommes d'affaires j'ai créé dans le monde? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur Poutine? Mais aujourd'hui, regarde les hommes d'affaires que Poutine avait créés. Ils sont hyper puissants, mais dans le monde. Mais au Sénégal, on a créé qui? C'est-à-dire que nous, on prend le secteur privé national. C'est-à-dire qu'on oui, ils sont pas sérieux quand il fait ça, mais parce que simplement, il faut voir comment on donne un marché à un secteur privé national et comment on donne un marché à un secteur privé international. Un secteur privé national, même si ça ne marche pas, on l'aide. Il faut que le prochain pouvoir, la prochaine Assemblée nationale puisse comprendre qu'on ne peut pas développer ce pays-là tant qu'on ne crée pas des champions nationaux. Et puis ces grandes entreprises-là aussi soient à la hauteur de l'événement. C'est-à-dire que, pour moi, c'est pour cela qu'on doit tout faire pour que tout soit public. Quand on donne un marché à Alassane Samba Diop, devant les Sénégalais, Alassane, on vous donne ça. Maintenant, c'est un défi. L'avenir du Sénégal est entre vos mains. C'est-à-dire que si vous échouez, on va penser que le secteur privé national est incapable de faire certaines choses. Maintenant, à un moment donné, mais Alassane, vous laissez une histoire ou bien mais des choses à ses petits-fils. Voilà, ça, c'est moi qui les réalise. Mais dans ce pays, tout est réalisé par des grandes entreprises étrangères. Comment on peut développer un pays si vraiment, même pour acheter un bouton de machette, tu vas aller à l'étranger. Sans secteur privé national, le président, le prochain gouvernement ne peut absolument rien changer. Moi, je pense qu'il faut qu'on commence à mettre en place les préalables, les fondamentaux pour préparer le prochain président en 2024. On n'a pas le droit de lui donner un choix. On n'a pas le droit de donner un choix au prochain président. Le prochain président doit travailler exclusivement avec les hommes d'affaires sénégalais. J'ai entendu même le problème de l'hôpital de Dantec. On dit qu'on donne ça mais comment on peut donner des petites choses à des entreprises espagnoles et chaque fois à des entreprises étrangères. Mais il y a combien d'entreprises sénégalaises? C'est-à-dire que les entreprises sénégalaises qui sont dans le BTP vont aller en faillite parce que ou elles vont accepter la sous-traitance d'une grande entreprise étrangère,
ou bien elles vont disparaître. Maintenant, certaines vont dans la sous-région pour chercher des marchés alors que le Sénégal donne des marchés. Il est injuste que l'État du Sénégal donne des marchés à des entreprises étrangères alors que le même secteur, quelque part, on peut avoir 4, 5, 10 entreprises qui sont dans le même secteur là. Il faut favoriser pour moi le secteur. Justement, est-ce que la prochaine Assemblée nationale ne peut pas voter une loi qui oblige à l'État du Sénégal de donner, quel que soit le marché d'abord, à des Sénégalais, que d'autres viennent les accompagner peut-être? Oui, ça c'est des aspects sur lesquels on peut attendre la prochaine Assemblée nationale, parce que ça va mettre un contenu, parce que maintenant ils ont la capacité de proposer des lois et autres, mais il faudra aussi se renseigner sur les possibilités par rapport aux directives communautaires en la matière. Mais ce qui est sûr, on se rend compte que dans le monde actuel, les pays qui résistent, comme la Russie, la Turquie, la Chine, c'est des pays qui boostent carrément leurs entreprises locales et qui les accompagnent. Leurs chefs d'État même sont leurs directeurs commerciaux à l'international et font tout pour leur faire gagner des parts de marché. Donc il faut que ce gouvernement-là travaille, comme le dit le docteur Khadim Bamba, dans le sens de consolider les entrepreneurs sénégalais et en faire de vrais champions. Et qu'ils ne pensent pas seulement au marché local qui est de 17 millions d'habitants, mais aller au-delà, vers le marché sous-régional qui peut faire 400 millions d'habitants et de consommateurs. Et là, c'est de loin plus intéressant. Un pays, on le gouverne avec une vision. Si vous voyez bien les Marocains, ce qu'ils ont pu faire, en venant chez nous, ils ont amené leurs assurances, leurs banques, leurs entreprises sont venues. Prenez par exemple le garage pompier qu'on a donné à Adowa, aux Marocains d'Adowa, mais SNHLM et SICAP qui appartiennent à l'État sont là et qui ont une expérience, qui ont construit des cités entières, qui datent de 30, 40 ans. Et maintenant, c'est les Indiens de Sénégal India qui viennent nous vendre des logements au Sénégal. Nos terres, c'est le recul. Le recul, il est terrible. Il faut voir le tissu industriel du Sénégal dans les années 70-80. Et actuellement, là où on est, maintenant, on se glorifie de recettes douanières parce qu'il y a beaucoup de conteneurs qui viennent. On ne produit rien. Il faut penser à une transformation structurelle de notre économie. Une économie qui ne produit pas ne tient pas. Forcément, il faudra changer de paradigme. Et sur cela qu'on attend l'État et qu'on travaille carrément qu'on fasse travailler les Sénégalais et aussi qu'on revoie tout de fond en comble, c'est-à-dire le système éducatif, la formation, l'employabilité. On ne parle pas encore de cette bombe jeune, 240 000 diplômés qui arrivent annuellement sur le marché de l'emploi, mais ça fait peur. Il arrivera un moment où il faudra s'arrêter et se poser les bonnes questions. Ce qui est en train de se passer, ça dépasse l'entendement. Et ces jeunes-là, il n'y a pas un gouvernement ou bien aucune sécurité ne pourrait contenir leur furie en cas de débordement. Il suffit de voir les images du Sénégal après la victoire en Coupe d'Afrique. Ces jeunes qui courent sur des milliers de kilomètres. Mais attention, ça peut faire peur. Il faut se poser les bonnes questions pour trouver les bonnes réponses. On ne peut pas trouver de bonnes réponses en posant de fausses questions. C'est ça, fondamentalement. Il faut renforcer à bout la production locale, donner à des entreprises sénégalaises les marchés, quitte à ce que d'autres gens viennent les trouver, travailler avec eux. Mais priorité aux locaux d'abord. Non, priorité aux locaux. Parfois aussi, il faut avoir une vision. Peut-être qu'il y a le stade qu'on a réalisé. Mais c'est le Sénégal qui a obtenu son financement et qui a contracté avec les Turcs. Qui paye commande? Donc les Sénégalais auraient pu dire, on peut payer, on va vous prendre parce que vous avez l'expertise, on va vous adjoindre CSE qui va travailler avec vous pour un transfert de technologie. Une fois qu'ils seront à leur côté et que le projet est réalisé, derrière CSE pourrait aller au Mali, en Guinée, réaliser le même stade. C'est ça, parce que les Turcs, le modèle qu'ils ont réalisé, c'est des Allemands au départ qui avaient fait le même modèle pour eux. Mais ils avaient négocié le transfert de technologie et maintenant qu'ils avaient la technologie, ils sont allés à la conquête des autres pays pour vendre leur expertise. C'est avec cette vision-là qu'on fait avancer les choses. Est-ce qu'on peut renforcer le secteur privé national en proposant des lois à l'Assemblée nationale? Mais c'est une obligation et c'est là pour moi le contrôle de la société civile. La société civile maintenant doit coacher l'Assemblée, les députés de l'Assemblée nationale pour les imposer à mettre en place des lois qui vont nous aider à sortir de la pauvreté. On ne peut développer ce pays qu'avec les Sénégalais. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui met en place des stratégies pour renforcer l'économie d'un autre pays. Les Turcs, les Chinois, les Russes, maintenant même les Russes viennent pour chercher des parts de marché. Ça veut dire qu'on prend l'Afrique comme une pizza, chacun a sa part,
Et donc chacun vient prendre sa part. Et nous autres Africains, à un moment donné, Alassane, on a fait le tour du monde. Tu peux aller dans n'importe quel pays au monde. Tu es un étranger, tu restes un étranger. Tu veux travailler, tu vas travailler avec un local pour mettre en place quelque chose. Au Sénégal, tu es étranger, surtout si tu es blanc, mais ce complexe d'infériorité nourri par nos hommes politiques, parfois c'est glaçant. C'est un travail psychologique en profondeur qu'il faut faire. Merci infiniment à mes invités, à Salah Ndiaye qui est conseiller en stratégie et organisation. Merci à Khadim Bamba Diagne, économiste et directeur scientifique de l'AREM. Nous étions en train de parler du pays, de aussi qu'est-ce qu'il faut faire pour que le Sénégal sorte de ces difficultés dans lesquelles il patauge. À la technique, Biran Sissé, micro Alassane Samba Diop. Excellent dimanche à tous et bonne fête d'Assomption par anticipation à tous les catholiques du Sénégal. Merci. Bonne Avec iRadio 80.